Salut à tous, bienvenue dans ce Facebook Live de La Tribune où on va débriefer la 3e journée de Pro League qui s'est terminée hier soir et comme de coutume durant le mois d'août en attendant que la grande émission reprenne. Je suis avec Philippe Albert pour parler de cette journée. Salut Philippe. Bonjour Lancelot. Philippe, comment s'est passé votre week-end ? Relativement bien, week-end tennistique qui s'est terminé par un derby hier en début de soirée qui a été malgré tout passionnant. Derby dont on va parler évidemment, j'imagine que vous aurez pas mal de questions, vous les posez d'ailleurs à Philippe dans notre chat, vous y allez, je salue déjà Baudouin, Mallory et j'imagine que vos questions vont arriver d'ici un instant. Philippe, je sais que Benja avait cette tradition avec vous demandez votre homme du week-end au terme de cette 3e journée de Pro League, c'est pas si évident que ça, c'est moins évident que les 2 premières journées. Non, c'est pas évident, mais Kuipers a encore fait fort ce week-end. Donc l'attaquant de la Gantoise m'a de nouveau impressionné. Sans Orban, qui lui est en partance. Alors il paraît que la Gantoise a refusé une offre de 30 millions venue d'Angleterre parce qu'ils en voudraient 40. 40 c'est beaucoup, hein. 30 ce serait déjà un record. Ce serait déjà pas mal, effectivement. Après, c'est vrai que Tottenham a besoin d'un attaquant qui vient d'encaisser 120 millions pour le départ de Harry Kane. Bon, on en parle. C'est sûr qu'il va partir maintenant, Gift Orban. Quand on voit les statistiques individuelles de ce joueur depuis qu'il est à la Gantoise, c'est dommage pour notre championnat parce que c'est un joueur assez performant et impressionnant. Donc ce serait dommage qu'il quitte notre championnat, mais voilà, le football moderne est tel que quand il y a une offre aussi importante, c'est évidemment difficile à refuser. Philippe, vous avez commenté bien sûr le choc wallon hier, on l'a dit. On a Jojo qui nous dit Charleroi méritait de gagner. Donc lui, il corrobore un petit peu ce que Felice Mazou a dit. S'il y a une équipe qui méritait de gagner, c'était Charleroi. Est-ce que Charleroi méritait spécialement de gagner ce choc hier ? Une première demi-heure très intéressante de la part des Zèbres qui auraient dû se mettre à l'abri, ne l'ont malheureusement pas fait, se sont fait avoir en reconversion sur une contre-attaque absolument exceptionnelle du Standard. Donc voilà, le football se joue sur des détails et quand vous avez les occasions que vous n'en profitez pas, à un moment donné vous le payez. Donc première demi-heure très intéressante, j'ai trouvé le Standard un peu plus audacieux en seconde période. Pour moi, le nul est plutôt logique. Nul plutôt logique. Alors, on va arriver maintenant, et je pense que c'est déjà l'heure, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, sur la phase polémique de la 88e minute, et j'imagine que vos oreilles ont sifflé avec ça hier pendant un petit temps. Non, ça a été. Non, ça a été. Bon, on a demandé à Christian, notre magicien, de nous remettre la phase, qu'on va analyser en long, en large et en travers. Voici donc la phase incriminée avec cette action et cette faute de Nathan Ngoy qui n'a d'abord pas été signalé par l'arbitre du choc. Ce qui est logique, Lancelot, il a fallu un ralenti. Dans le direct, c'est impossible à voir. Voilà, il y a Bocadi là qui se trouve un petit peu face à Morioka. C'est ici, voilà. Et ici sur le ralenti, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Il y a tirage de maillot, faute indiscutable, donc pénalty. La rouge est sévère, ça j'en conviens. Aussi, j'ai discuté un peu avec Karl Hufkens après le match en salle de presse et il me disait que Nathan avait été un peu bousculé, mais franchement, non, je suis pas d'accord avec lui à ce niveau-là. Bon, on revoit la phase en long et en large, et donc on va revoir les ralentis d'ici quelques instants. La poussée, le geste de Daba aussi qui montre qu'il a été retenu par le maillot parce que c'est une occasion franche de but. Donc à partir du moment où la vidéo interpelle monsieur Laforge, il n'y a aucune discussion possible. La faute est évidente et il ne peut que donner pénalty. Malheureusement pour le Standard. Voilà, alors bon, c'est vrai que du côté du Standard, on dit mais il y a cette poussée. Si on doit siffler toutes les touchettes comme ça dans le rectangle, Philippe, vous êtes défenseur. J'allais vous en parler, il y en a des centaines par match. C'est un duel correct au départ et malheureusement Nathan a un réflexe qui coûte finalement très cher à son équipe. Le problème à ce moment-ci, c'est que réglementairement, l'arbitre est obligé d'exclure.
Nathan Ngoy. Occasion franche de but dans le petit rectangle, dernier homme. Voilà, le règlement est ce qu'il est et il a dû l'appliquer. C'est dommage, mais c'est comme ça. En plus, le gamin là avait sorti un match absolument extraordinaire avec Bocadi et Van Heusden là dans une défense à 3. Changement tactique bien vu de la part d'Oufkens et voilà, défensivement le Standard en tout cas hier était malgré tout très costaud parce que Charleroi n'a pas eu énormément d'occasions non plus, hein, ça il faut bien l'admettre. Lors de la poussée, le maillot est déjà tiré. Bon, tout se passe effectivement en un dixième de seconde. Hein. C'est Thierry qui nous dit ça, Arnaud qui nous dit c'est pas une poussée, c'est une touchette. Je pense que on pourra en parler des heures, mais que sur le fond, on est d'accord sur deux choses. Penalty, il y avait carte rouge. Dans l'esprit, il aurait pu ne pas la donner, mais voilà, il est tenu par un règlement. Exactement. Et s'il n'applique pas le règlement, il perd des points et il n'arbitrera peut-être pas le week-end prochain. Donc voilà, il suit le règlement. Je l'ai dit, là, pour moi la rouge est sévère. La double sanction est très très sévère à ce niveau-là. Voilà pour cette phase. Mais forcément, à ce moment-ci, dans le match, ça a pris du temps et donc on a eu derrière énormément d'arrêts de jeu. Allez-y, Philippe. Quand ça prend du temps, mais que la décision est correcte, moi ça me dérange pas. Okay. À ce niveau-là. Voilà. Christian nous dit bonjour Lancelot et Philippe. Perso, je crois que les rouges tiennent leur défense malgré le petit couac de Ngoy, mais qui est poussé avant. Voilà, peu importe. Mention spéciale aux supporters de nos deux équipes pour leur comportement. Tout à fait. Je rejoins ce discours-là. Je l'ai dit hier en direct à Benjamin en fin de direct. On s'attendait à ce que ça chauffe des deux côtés. Et les deux clans de supporters se sont comportés de manière positive. Et quand c'est positif, il faut le dire aussi. On viendra au chapitre Anderlechtois un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, parce que je vois qu'il y a des questions notamment concernant le mercato, concernant aussi la victoire d'Anderlecht du côté de Saint-Tron, avec des phases qui ont fait discuter notamment NDI, qui aurait pu hériter d'un penalty. On en reparlera. Mais cela dit, on va rester sur le Standard et Charleroi pour le moment. Au-delà de ce penalty, de cette phase-là qui a conditionné toute la fin du match, qu'est-ce que vous avez pensé offensivement, notamment au Standard, de l'association Kanga Dragus à revoir? Sur le but, ils se sont trouvés les yeux fermés. C'est une reconversion absolument extraordinaire de la part des Rouges. Deuxième mi-temps assez difficile pour Kanga, très très esselé. Dragus avait fait une montée face à l'Union ultra positive. C'est logique qu'il ait débuté hier. Dragus, on connaît ses qualités, mais il est sur le départ aussi. S'il y a une offre intéressante le concernant, il va quitter le Standard. Ce serait dommage parce que il a des qualités à ce niveau-là. Il est bien aimé par les supporters au niveau de sa mentalité. Quand il monte, c'est toujours positif. Il se met au service du collectif, donc voilà, ce serait dommage qu'il parte. En tout cas, concernant le Standard, Kanga à revoir, mais des qualités comme il l'a montré sur le but avec son assist. C'est voilà, un match, un assist, c'est pas mal quoi pour un attaquant. Eddy nous dit le geste inconvenant du capitaine de Charleroi, on n'en parle pas, bizarre. Eddy, vous êtes un partisan de la théorie du complot, hein, quel est-il? Non, évidemment qu'on peut en parler. Marco Ilema Aritra exclu, là aussi logique. Logique, effectivement. L'arbitre a été bien aidé aussi concernant cette phase-là. C'est vrai qu'il se fait bouger au départ par Zinho Van Heusden. Qui gagne son duel. Il y a peut-être une petite faute de Zinho. Ouais, en plus, Ilema Aritra gagne son duel, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il se fait un peu bouger. Et voilà, ça l'a probablement un peu ennuyé et il a un geste malheureux qu'il regrette, je suppose, et qu'il va regretter parce que bon, ça va l'empêcher de jouer l'une ou l'autre rencontre. Et quand on voit le programme du Sporting de Charleroi, c'est à Genk et à Anderlecht les deux prochains matchs, donc. C'est pas évident à ce niveau-là. Oui, et le problème pour Marco, c'est forcément qu'il est capitaine et qu'on aurait bien aimé qu'il soit là pour donner l'exemple aussi. Ouais. Alors sa première carte jaune, elle était vraiment évitable. Sa troisième exclusion d'ailleurs pour le Sporting de Charleroi, sa 7e saison au club, j'ai été regarder. En ce qui concerne Marco et Zorgan au milieu de terrain,
On nous dit que les deux garçons seraient quand même tentés par une aventure à l'étranger, partir pour un transfert, et que la mentalité n'est pas à 100% focus sur le Sporting de Charleroi pour le moment. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose comme ça ou pas spécialement? Non, je l'ai pas ressenti. Franchement, face à l'OHL lors de la première journée, même à 10 contre 11, le Sporting avait développé un football positif avec ces deux joueurs-là en milieu de terrain, qui sont très très importants au niveau de l'échiquier de Felice. Donc non, s'il y a une offre acceptable, c'est comme pour certains autres joueurs dans les différents clubs. Financièrement, le Sporting de Charleroi, voilà, si on offre 8, 10 ou 12 millions pour Zorgan ou Ilham Aritra, je vois mal Mehdi refuser une telle offre. Morioka, en tout cas, lui, est monté hier et a été assez positif. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour les prochains matchs. Et on sait que la saison dernière, ça n'avait pas toujours été le cas en ce qui concerne le japonais. Je remonte un petit peu parce que Cédric nous demande, l'arbitre donne jaune après une intervention du VAR, est-ce que c'est permis? En tout cas, c'est permis qu'il aille revoir la phase, et s'il juge en revoyant la phase que ça mérite une jaune et pas une rouge. Je sais d'ailleurs pas très bien à quelle phase il fait allusion. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ça reste complètement dans le règlement. J'ai eu pas mal de questions. Alors, je ne saurais pas nommer tous ceux qui me l'ont posé, mais en ce qui concerne les attaquants du côté de Charleroi, Dabak Badji, est-ce que c'est suffisant pour les ambitions Carolo, c'est-à-dire de s'approcher quand même du top 6 le plus possible, ou il faut que Mehdi Bayat se montre inventif? Il y a de la qualité. Badji a été blessé. Daba est assez performant, mais il faut pouvoir les alimenter en fait. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé que sur les flancs, c'était pas Rogelj et Mbenza. C'était pas assez positif, même si Mbenza a livré une rencontre, il a été élu homme du match, les phases arrêtées les a très bien données, une frappe sur la transversale, mais voilà, ce sont deux attaquants qui doivent être servis, alimentés via les flancs, et j'ai trouvé qu'hier c'était pas assez performant. Et sans vouloir incriminer complètement Rogelj, qui est un joueur tout à fait correct, c'est que le troisième choix a priori dans l'esprit de Felice Mazou. On rappelle que Kenan Kuba est blessé pour une longue durée et que Jackson Tchatchoua l'est aussi. D'ailleurs, il a eu une interview dans la presse ici, une grosse frayeur. Grosse perte à ce niveau-là pour l'équipe de Felice. Je pense qu'ils ont les armes pour éventuellement accrocher cette sixième place qui va se jouer entre plusieurs clubs, parce que les 5 premiers... les 5 grands sont déjà là, au niveau du classement. Voilà, alors j'ai justement une question par rapport à cela. On vous demandait, Philippe, si vous pensiez que le top 6 actuel était déjà celui qui allait jouer les playoffs 1. Donc le top 6 actuel, on le rappelle, Union, La Gantoise, Bruges, Antwerp, Genk. C'est costaud. C'est costaud, ces 5 équipes-là seront présentes, et il reste cette 6e place qui va se jouer entre 4, 5 ou 6 clubs. Forcément, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui s'est baladée samedi soir, c'est l'Union Saint-Gilloise. J'ai lu dans la presse que vous étiez assez soufflé par ce qui se passait là-bas. C'est impressionnant. Franchement, ce qui se passe là-bas, ils ont perdu 6, 7 titulaires. 8 titulaires. 8 titulaires, imaginez-vous. Et c'est comme si rien n'avait bougé, quoi. Je veux dire, au niveau des résultats, au niveau du contenu, c'est absolument incroyable. On parlait d'acheter un buteur les concernant, et Keita Yenza est sur un nuage depuis le début de la saison. Meilleur buteur du championnat avec 4 buts. Exactement. Donc voilà, ils perdent encore Newco, puis il y a Tero qui intègre l'équipe, il y a Lazare qui remplace Linen, et cette équipe, ils n'ont peur de rien. Ils ont raté le coche les 2 dernières saisons, mais ils vont encore jouer avec cette saison-ci, quoi. Après autant de départs, moi je suis scotché franchement par le travail de la cellule de scouting de l'Union, qui a fait un travail absolument extraordinaire. Et alors par cette mentalité de tous ces joueurs là qui sont revanchards, comme Puertas qui n'a pas joué beaucoup la saison dernière, qui s'installe un peu en leader cette saison-ci, et Keita Yenza, on en a parlé, Burgess, un des meilleurs défenseurs du championnat, Maurice... Même s'il aurait pu être exclu, Burgess, il aurait dû être exclu, samedi. Maurice, un des meilleurs gardiens, donc cette mentalité, moi, qui me sidère chez
chez ces joueurs-là. Alors, juste une petite incise pour aller dans votre sens sur Machida, qui était le remplaçant de Van der Heyden la saison dernière. Van der Heyden est parti, éphémère Diable Rouge. Ouais. C'est peut-être le meilleur homme sur le terrain. Là aussi, ça montre qu'ils ont des cartouches qui poussent derrière. Ils ont des ressources, effectivement. Et contre Anderlecht, lors de la première journée, il avait déjà fait un match assez monstrueux. Donc, non, franchement, chapeau. Damien nous dit l'Union a bien prévu les départs de ses cadres. On rappelle aussi qu'il y a un attaquant qui va arriver, c'est dans la presse partout ce matin, Mohamed Amoura de Lugano en Suisse, qui va arriver, apparemment un attaquant qui marque assez régulièrement et donc de la concurrence à venir pour Ekert. Mais on rappelle que sur le banc il y a encore Nilsson qui a marqué en fin de match sur penalty et le Kabangu qu'on a vu pour la première fois, ça c'est pas un manche non plus, j'ai l'impression. Non, mais bon, ça c'est le travail de la cellule qui paye. La saison est longue. Il joue sur 3 tableaux. Faut pas l'oublier non plus. Donc effectivement, il faut amener de la concurrence et il faut un peu étoffer ce noyau qui a perdu autant de titulaires. On attend encore un milieu d'expérience. Ce ne sera pas Ritz qui ira probablement à Anderlecht et on attend aussi un latéral droit pour compenser le départ de Nico. David nous dit, et on va conclure là-dessus sur l'Union Saint-Gilloise, si Burgess prenait ses cartes, ça irait bien, mais il a l'immunité comme à Koh-Lanta et honnêtement, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Burgess, c'est quand même. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est un garçon très intelligent. Il le fait intelligemment et parfois ça passe au niveau de l'arbitrage. Julien Mazy nous dit, et ça n'a rien à voir, il nous dit petite dédicace pour Philippe hors foot. Je suis allé visiter la ville de Bouillon avec ma compagne et cet endroit est exceptionnel. Vous êtes inconvaincu. Oh, ça c'est la plus belle des villes. Voilà, on va continuer et si vous le voulez bien, mon cher Philippe, entamer le chapitre du Sporting d'Anderlecht. Est-ce qu'elle vous a plu cette rencontre entre Saint-Tron et Anderlecht? Non. Comme la plupart des gens, je pense que voilà, le niveau est relativement faible, mais les résultats sont là. 6 sur 9. Voilà, 6 sur 9. Le classement parle pour Rimmer, mais dans le contenu, avec les qualités qu'il y a dans cette équipe, dans ce noyau, c'est encore assez faible. Défensivement, en début de Facebook Live, on avait beaucoup de remarques par rapport à ça. Défensivement, ça tient la route. C'est vrai que ça concède peu de buts. Avec l'expérience de Vertonghen aide Sardella pour le match d'hier, comme il a aidé, comme cette expérience a aidé De Baast par le passé. Donc voilà, quand vous avez un pilier comme Vertonghen qui est présent lors de chaque rencontre, qui donne des conseils, qui à la relance au niveau du jeu long peut être intéressant aussi, ça aide énormément. Le gardien après, voilà, Dupé commence un peu à s'imposer aussi, ça c'est intéressant. Non, défensivement, je pense qu'il y a aucun problème à ce niveau-là du côté d'Anderlecht, mais offensivement, voilà, Dolberg doit être mieux alimenté. Dreyer n'est pas dans le coup pour le moment. Amouzou non plus. Faut voir ce que Flips, le nouveau venu, qui a quand même coûté 5 millions aussi, là, un numéro 10 va apporter. Donc voilà. Dans le contenu, en tout cas, ça ne pourrait qu'aller mieux du côté d'Anderlecht. Mais comme on l'a dit, 2 victoires. 6 sur 9. Le non-match à l'Union a déjà été oublié. Les 2 victoires face à l'Antwerp et à Saint-Tron ont fait du bien. 6 sur 9 avec 2 buts inscrits, 2 fois sur phase arrêtée. Je vois Bertrand Olivier qui nous dit à la place d'acheter des joueurs au RSCA, ne faudrait-il pas juste un entraîneur à la hauteur avec une philosophie de jeu comprise par tous les joueurs publics et consultants. On va faire le tri, on va peut-être pas être aussi assertif que ce que nous dit Bertrand Olivier. Ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, on comprend pas très bien ce que Rimmer veut apporter à cette équipe. Non. Mais voilà, Amouzou est sur le départ, il joue côté gauche. Pour un droitier, Dreyer est gaucher, il joue côté droit. Je comprends pas tellement cette philosophie de jeu quand vous avez un numéro 9 qui doit être alimenté via les flancs.
Quand vous jouez sur votre mauvais pied, votre premier réflexe, c'est de rentrer à l'intérieur du jeu. Donc l'attaquant, lui, fait son premier mouvement en première ou en deuxième zone, et après, c'est trop tard. Donc ça aussi, c'est peut-être à revoir concernant Riemer, effectivement. Mais Dolberg, il est arrivé, il a marqué sur penalty la semaine dernière. Beaucoup de qualité. Franchement, c'est un attaquant qui est en déviation. Il peut jouer en pivot. Il est bon de la tête, pied gauche, pied droit. Donc j'ai aucun problème avec ces qualités. Le problème, c'est qu'il doit être alimenté différemment. L'arrivée et les arrivées de Mats Ritz, c'est pratiquement fait. C'est de la DH qu'il annonçait déjà hier. Il disait que ça allait être signé. Et la possible arrivée de Thomas Delaney, donc le joueur danois passé par Dortmund, qui est pour le moment en banquette à Séville. Est-ce que ce sera suffisant pour changer, modifier complètement ce milieu de terrain anderlechtois? Je pense que ça va le changer profondément. Ritz connaît le championnat évidemment comme personne d'autre. Ça, ce serait une superbe acquisition concernant Anderlecht. Delaney, voilà, beaucoup d'expérience, un joueur de qualité et dans ce milieu c'est vrai que dans ce milieu de terrain, voilà, faire confiance à Léonie. Moi, je pars du principe que Léonie doit être titulaire à l'heure actuelle lors de chaque rencontre. Maintenant, il faut choisir entre Diawara et Arnstadt et tous les autres. Ritz, s'il vient, sera titulaire. Il doit jouer à part entière. Il va jouer. Donc, mais Léonie doit rester dans le 11 de base. C'est un joueur avec énormément de qualité. Bonne mentalité, il l'a encore prouvé récemment. Ah bah voilà, vous anticipez même la question de Arnaud qui nous demandait ce que vous pensiez de Théo Léonie. 23 ans, on le rappelle, deuxième match consécutif et il met tout le monde d'accord. Il m'avait déjà impressionné la saison dernière. Il avait été titulaire à l'Antwerp et je l'avais trouvé excellent. Ça avait été le meilleur anderlechtois sur la pelouse. Puis il avait disparu de la circulation. On se demandait pourquoi. Ici, je pense que Riemer a enfin compris que valait mieux le faire débuter chaque rencontre. Eh ben, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis pas sûr qu'il ait compris parce que j'ai laissé traîner mes oreilles du côté d'Anderlecht récemment et on m'a encore dit qu'en début de saison, Brian Riemer n'avait pas spécialement dans l'idée de faire jouer beaucoup Théo Léonie. Il a dit à ses collaborateurs, ça nous est revenu, c'est finalement un peu parce qu'il n'a pas eu le choix. Par obligation. Et donc c'est comme ça qu'on prend sa place dans une équipe aussi. Ouais, mais début de saison, c'était pas la volonté première de Riemer de faire jouer Léonie. Non, mais j'ai appris aussi que Riemer était un fan de data. Oui. Et les data, je suis désolé, mais pour certains joueurs, il faut faire abstraction de cela. J'ai joué avec Marc de Grace et Luc Nélis. Si les datas étaient présentes à ce moment-là, croyez-moi, ils n'auraient pas joué la moitié des matchs. Ils auraient jamais joué. Mais c'est des mecs qui faisaient la différence. Finalement, le plus important, c'est quoi? Avoir des gars qui sont présents et qui font la différence. Un gars qui court 13 km, c'est bien, mais n'est peut-être pas dangereux non plus. Alors qu'un qui fait la moitié des courses, lui donne un assist et inscrit un but. C'était le 4 de Grace ou Nilis, quoi. Enfin bref, moi les datas, bon, j'en ai un peu marre à ce niveau-là, quoi. Olivier nous demande, Philippe, peut-il nous définir la tactique de Riemer? On en a parlé, donc c'est d'isoler Dreyer et Amouzou sur les flancs, sauf qu'après, il se passe pas toujours grand chose. Ilan nous demande, est-ce qu'Anderlecht va être dans le top 6, Philippe? Avec les transferts qui vont peut-être arriver, ils ont une chance, effectivement. Mais il y a des équipes qui vont se battre pour cette 6e place. On l'a dit, les 5 grands sont déjà présents. Après 3 journées, ils marquent leur territoire. La Gantoise, l'année dernière, est passée complètement à côté. Bruges aussi, ce ne sera pas le cas cette saison-ci. Donc, mais ils peuvent accrocher cette 6e place, oui, au même titre que Charleroi, le Standard, Saint-Tron ou le Cercle, le Cercle, une belle équipe, voilà, le Cercle qui reste une équipe très difficile à jouer à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Alors on nous demande encore sur Maxime Dupé, on nous pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt une bonne entame. Oui, il est passé 2 ou 3 fois à côté de ballons aériens la première journée contre l'Union, mais depuis il a réglé ce problème-là, donc une bonne acquisition à ce niveau-là. On va passer maintenant du côté, j'allais dire du fond du classement, parce qu'on pensait qu'ils y seraient, mais en fait ils sont plutôt pratiquement dans le top 6, c'est le RWDM, avec 6 points sur 9. Bonne surprise aussi. Grande surprise. Ah là, franchement, ceux qui auraient parié sur un 6 sur 9 pour le RWDM, surtout après le premier match contre Genk. Tout à fait.
Non, franchement, c'est... Voilà, Textor a ses qualités, il a ses défauts, il a pris des décisions fortes qui n'étaient pas du tout, comment dirais-je, qui n'avaient pas plu aux supporters. Mais voilà, Katsapa est arrivé avec De Camargo dans le staff et 6 sur 9, c'était un excellent début et les points pris ne sont plus à prendre et mettre aussi en exergue le bon comportement des supporters à ce niveau-là, parce que quand Textor avait viré tout le monde, on aurait pu penser que ça allait mal se passer et c'est pas du tout le cas. Ils sont derrière leur équipe et sportivement et c'est tant mieux pour tout le monde. Simone nous dit le RSCA sur une bonne voie. On n'en est pas encore complètement persuadé, hein, si je vous écoute. Par contre, Alex nous dit Biron, c'est une pépite. 3 buts pour Michael Biron. Ouais. À chaque fois, des buts qu'il faut mettre, des vrais buts d'attaquant. Ouais, des vrais buts d'attaquant, très présent à ce niveau-là. Et il faut un attaquant pour se sortir de rencontres un peu difficiles. Et le RWDM, là, à ce niveau-là, n'oublions pas non plus le Xavier Mercier qui connaît notre championnat aussi. Il s'est blessé la veille du match. Comme personne, voilà. Mais bon, ça reste une excellente acquisition aussi. Le RWDM donc qui s'est découvert aussi une nouvelle coqueluche, le Riquelme, que personne ne connaissait, 1m60, et c'est le meneur de jeu qui est rentré en deuxième mi-temps, 1m60, je pense 65 kilos par là-bas, donc une vraie petite bombe, mais qui apparemment est déjà en train de convaincre tout le monde. C'est vrai que le programme d'ici fin septembre, ça va être compliqué quand même pour le RWDM, puisqu'il y a Bruges, le Standard, l'Antwerp et la Gantoise. Donc on sera assez vite fixé aussi, ça va peut-être les resituer au classement. Ouais, mais ils ont déjà 6 points. Ouais. Ce que ne peut pas dire, par exemple, Courtrai, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport à Courtrai. Vous nous parlez d'Edouard Steele là-bas. Courtrai, environnement compliqué. Ouais, ils sont mal en point et bon, Edouard s'est retrouvé là-bas après avoir sauvé Eupen, mais même en fin de saison, il y a plus rien qui allait non plus du côté de Eupen. Je lui souhaite le meilleur, mais c'est pas un club où vous pouvez travailler dans la continuité. Et ça, c'est un gros problème. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui décide à Courtrai, parce que il y a une histoire de repreneur, le club qui était en vente, qui devait être repris, qui ne l'est pas. C'est assez flou. Programme pour eux, Eupen puis le Standard. Là aussi, il faut prendre des points dans au moins l'un des deux matchs. Ouais, tout à fait. Et alors, si entre-temps ils perdent Kadri également, qui est convoité par plusieurs clubs en Belgique et à l'étranger, je les vois mal s'en sortir. Ça va effectivement être un petit peu compliqué. Je voulais quand même glisser un mot sur la Gantoise qui réalise un super début de saison, 9 sur 9, en gérant parfaitement les qualifs en Coupe d'Europe aussi. Là, Hein Van Azebroek fait du bon boulot. Ouais, il fait du bon boulot, comme d'habitude. Champion il y a quelques saisons, vainqueur de la Coupe. Hein est un super entraîneur, un super motivateur. Parfois au niveau de ses déclarations, il aime un peu faire le buzz, mais ça reste un des meilleurs entraîneurs de notre compétition. C'est le meilleur départ en championnat pour la Gantoise depuis quelle année ? 2014-2015. L'année du titre. L'année du titre. Exactement. Donc ça veut quand même dire quelque chose, parce que c'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises, la Gantoise c'est une équipe qui commence toujours très mal ces saisons aussi. Aussi, et il faut pas oublier qu'ils ont perdu quelques joueurs récemment. En défense surtout. Surtout en défense, donc mais Orban Kuipers, c'est imaginez un peu les défenseurs qui doivent se taper ces deux-là pendant plus de 90 minutes au niveau de la vitesse, de la puissance physique, de l'intelligence de jeu. Kuipers c'est un garçon très intelligent sur le terrain, c'est toujours où se placer, et puis ce sont deux buteurs qui ont le sens du but. Je pense que si la Gantoise parvient à les garder, ils seront pas loin du titre, parce que c'est entre 30 et 35 buts pour ces deux joueurs-là. Ouais. C'était déjà 28 pour Kuipers, playoff compris l'année passée, sans même compter Orban. Donc l'année passée, ils étaient déjà même à plus que cela. Alors, on continue. Alex nous dit, moi je place la Gantoise en favori pour le titre cette saison. Figurez-vous qu'il y a un consultant côté néerlandophone qui avait dit avant la première journée que la Gantoise serait champion. C'est Frankie van der Elst.
Il l'avait dit. Il l'avait dit avant le début de la saison. Il disait attention à la Gantoise, cette année c'est la bonne pour Van Esbroek. Double soulier d'or et il connaît le football. Hein. Il connaît bien le football. Alors on nous dit qu'on s'emballe trop ici. Nicolas qui dit s'il te plaît Lancelot, il n'y a eu que 3 journées de championnat. Arrête de t'emballer. Il y a quand même déjà des tendances qui se dégagent, hein, qu'on s'emballe ou non. Maintenant c'est vrai. En haut de tableau, je vous rejoins tout à fait, et en bas de tableau aussi. En bas de tableau, ça c'est même sûr et certain. Je continue de lire. Vous savez quoi, on va faire une petite transition pour aller parler des Diables Rouges. Vous parliez d'Hugo Kuipers avec Franck qui nous dit que Kuipers doit être dans la sélection. Même si Loïs Openda a une longueur d'avance à son avis. Kuipers c'est très fort, 28 buts la saison dernière, on le rappelle. Ouais, tout à fait, et Romelu est toujours dans l'impasse. Donc Openda d'office et Kuipers dans la sélection. Ouais, vous le mettriez ? Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas ? C'est quoi les qualités différentes qu'il peut apporter ? Son jeu de positionnement, je le trouve très intelligent à ce niveau-là. Ça veut pas dire par là que les autres ne le sont pas, hein, mais ils ont des qualités différentes et il pourrait apporter quelque chose à notre équipe nationale lors du prochain rendez-vous. J'ai regardé le match de Rennes hier avec un but pour Doku, dont c'était peut-être les adieux. On parle d'un transfert pratiquement à hauteur de 60 millions d'euros pour aller jouer à Manchester City. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jérémy a des qualités absolument incroyables. On l'a découvert à Anderlecht, évidemment. Il a souvent été blessé au cours des 2-3 dernières saisons, mais c'est une jeune pépite. Est-ce que la marche est pas trop haute, il est parti pour plus de 20 millions d'euros, je pense, ouais. 60. Rennes va accepter l'offre. En moins de 3 ans, ils ont fait un peu plus de 35 millions de bénéfices à ce niveau-là. Donc non, je pense que la marche n'est pas trop haute. Il a les qualités pour s'imposer en première ligue ou dans n'importe quel championnat du monde en fait. S'il est à 100% physiquement, il va s'imposer. Ouais, alors et dégoûter les adversaires parce c'est un peu comme Eden au début de sa carrière, ça cette double triple accélération qui peut faire très mal. Et en Angleterre, c'est encore certaines équipes sont encore un peu naïves à ce niveau-là, puis il va faire mal. Un Jérémy Doku qui joue maintenant sur le flanc droit. C'était déjà le cas en fin de saison dernière. On sait que d'habitude, lui, il préfère jouer sur la gauche parce qu'il peut rentrer et frapper. Ouais. Là, Genesio a décidé de le mettre plutôt sur le flanc droit. Et en fait, c'est plutôt dans cette position-là qu'il marque. Est-ce que c'est à cette position-là qu'on devrait le voir dans le futur chez les Diables Rouges ou vous préférez le voir à gauche ? Il a les qualités pour jouer sur les deux flancs, mais moi, je reste persuadé qu'un joueur doit jouer sur son bon pied. Donc flanc droit. Flanc droit. Ouais. Donc pas pour rentrer et faire un peu la spéciale Thierry Henry dans un sens, Arjen Robben dans l'autre sens. Ouais. Quoi, hein. Mais bon, ça c'était quand même deux superstars à ce niveau-là. Hein. Non, Jérémy. Et puis son rôle, le rôle d'ailier, c'est aussi alimenter l'attaquant. Et si vous avez l'attaquant qu'il faut, il y a pas mieux à ce poste-là. Arnaud, Ilan notamment, j'en ai vu plusieurs nous en parler. Damien aussi. Donc je vais regrouper toutes vos questions parce qu'elles concernent le même homme, l'homme qui ne joue pas pour le moment, c'est Romelu Lukaku. C'est dommage. C'est dommage parce que la préparation pour un footballeur professionnel, elle est primordiale. Et là, son avenir est incertain, donc ça doit pas être évident pour lui. Psychologiquement, il est costaud. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là, mais plus vite la décision sera prise, mieux ce sera pour lui. Après, il faut se poser aussi la question. Ça n'est pas la première fois dans sa carrière que Romelu Lukaku commence en retard la saison parce que son transfert n'est pas encore ficelé et que du coup il prend du retard dans la préparation et que du coup quand il commence à jouer les matchs il n'est pas à 100% fit et que ça entraîne des blessures. La saison dernière il était arrivé à l'Inter, on sait que ça avait discuté pas de manière très courtoise, enfin ça s'était terminé par un transfert, il avait commencé la saison trop tôt, il s'est blessé et on sait ce qui s'est passé après pour la suite de la saison où il a couru derrière sa forme. Ouais, tout à fait avec cette Coupe du Monde là qu'on doit absolument oublier. Donc voilà, mais je me fais un peu de soucis quand même malgré tout parce que les échéances au niveau de l'équipe nationale arrivent relativement rapidement et il doit absolument
se positionner là et prendre une décision, parce que plus ça va s'étendre, moins bien ce sera pour notre équipe nationale. Alors, Bastien, il y en a beaucoup qui nous disent, Bastien, Alex notamment, qui nous disent revenir à Anderlecht 1 an, le temps que ça se calme. Ouais, financièrement, il faut le payer. Hein. Et s'il fait abstraction de ça, on est dans la fiction, bien sûr. Ouais, mais bon, c'est le même pour Eden, mais ça n'avance pas non plus à ce niveau-là. Des salaires comme cela, c'est très compliqué en Belgique, même si Marco est archi milliardaire, mais bon. Kevin nous dit Lukaku va finir par accepter les sirènes et l'argent d'Arabie, comme Neymar, Ronaldo et les autres. Il a voulu jouer avec l'Inter et la Juve. Maintenant, plus personne ne veut de lui. C'est en fait triste. Je pense pas spécialement qu'il va aller en Arabie Saoudite. Je ne pense pas, Romelu. Mais bon, après tout est possible. Maintenant, sur le fond, je vois bien ce que Kevin veut dire aussi. Il y a un aspect dommage, en tout cas qui nous attriste, c'est de voir que Romelu Lukaku, à l'Inter, c'était un héros, on n'en veut plus, et à la Juve, on n'en veut pas non plus. C'est quand même triste, ça fait mal à voir. C'est très dommage, effectivement, parce que respect pour tous ces joueurs, pas uniquement Romelu, mais tous ces joueurs qui sont soumis à rude épreuve, qui jouent plus de 80 matchs par an maintenant, depuis plus de 10, 12, 13 ans, et ça use physiquement et psychologiquement. La preuve avec Eden qui va probablement arrêter sa carrière, qui est pro depuis l'âge de 16 ans, et à 31, 32, 33 ans, ils sont usés. Donc, à notre époque, c'était différent. On jouait 5, 6 ou 7 matchs en équipe nationale. Maintenant, c'est une douzaine ou une quinzaine. Il y a des Coupes du Monde en hiver. Les championnats sont de plus en plus longs. Les Coupes européennes aussi. Donc, c'est pas évident. Même si, financièrement, ils gagnent beaucoup d'argent, psychologiquement, c'est éprouvant. Alors, on va terminer là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de questions, notamment Nicolas qui nous demande encore si Hoefkens va tenir toute la saison au standard et tout ça. Ça, vous pouvez revenir au début de notre live. On a pas mal évoqué les questions concernant les Rouges et le championnat belge de manière générale. On termine avec les Diables. Je vais vous dire des noms de Diables Rouges. Et vous allez me dire si leur situation vous inquiète ou si vous êtes confiant. Luke Bacchio, qui n'a pas encore de club. Ça m'inquiète. Comme Romelu. Et pourrait aller du côté de Burnley, en tout cas Vincent Kompany essaierait de le rapatrier. Il y a eu une offre, effectivement. Bonne idée. Bonne idée, il a les qualités pour s'imposer là-bas. Castagne qui pour l'instant ne joue pas avec Leicester pour préparer son transfert probablement en Italie. Ça m'inquiète aussi. Manque de rythme, manque de temps de jeu, c'est néfaste pour leur carrière. Alexis Salemakers qui n'est pas du tout dans les plans de Milan pour la saison prochaine. Doit absolument trouver un club aussi. Ouais, mais pour l'instant ça bouge pas. Ça bouge pas. Aster Vranks, même chose. Charles de Ketelaar a apparemment trouvé une solution, ce serait l'Atalanta. Ce serait une bonne chose ça pour Charles, parce que il a eu une saison cauchemardesque l'année passée, alors qu'il a des qualités absolument extraordinaires. Jérémy Doku, on en a parlé, et puis alors il y a Johan Bakayoko qui agite le mercato. On en avait parlé notamment du côté de Naples. Lui il joue. Lui est en forme, donc à ce niveau-là il n'y a aucun souci. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des Diables Rouges. Alors on peut dire un petit mot pour terminer sur Thibaut Courtois aussi. C'est dommage, blessure au niveau du genou, quelques mois écarté. 4-6 mois, ça c'est pas bon pour notre équipe nationale, pour le Real évidemment, parce que c'est le meilleur gardien du monde, et pour notre équipe nationale, il faudrait peut-être reprendre contact avec Mignolet. Hein. Justement, Mignolet, il en a parlé, il a dit qu'il était ouvert à la discussion, mais qu'il pensait que Domenico Tedesco avait d'autres solutions. Il a ouvert la porte, mais pas grand ouvert. Ouais, mais ça c'est toute l'humilité de Simon. Franchement, à la place de Tedesco, je le contacte et je le reprends. Donc pour vous, Mignolet serait au-dessus de Castells dans la hiérarchie s'il venait à revenir? À l'heure actuelle, oui. Oui. Donc ça veut dire que derrière, on ne parle pas des Kaminski qui a commencé la saison en première ligue ici à Luton. Avec Luton, ouais. On ne parle pas de Sels et on ne parle pas de Bodard. Ça, c'est pas encore dans la discussion. Vous savez, au niveau des gardiens, il doit y avoir une hiérarchie. Le deuxième et le troisième savent que si Courtois
Même Courtois à 80% pour moi doit jouer. Donc il y a une hiérarchie et ils savent que tant que Courtois sera présent, ce sera très difficile pour certains. Castel sera le numéro 1, il faut lui donner une chance, il fait du bon boulot en Allemagne, il mérite d'être titulaire. On rappelle qu'il a été élu il y a 2 ans meilleur gardien de Bundesliga. Bien sûr, ça on ne le nie pas, mais Mignolet reste un gardien de qualité. Je voulais quand même juste glisser un petit mot parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui nous en parlaient dans le chat sur la Challenger Pro League qui a recommencé avec Liège qui a été battu contre Dender pour son retour, Serein qui a battu le Standard Liège 16 FC, mais surtout les Francs-Borins qui ont battu Zulte Waregem 1-3 pour le retour dans le football professionnel. Ouais, ça c'est un fameux sacrée résultat. Performance. Hein. Sacrée performance, effectivement. Liège battu, je comprends que Manu Jousse n'était pas content ce matin. Liège battu effectivement par Dender à la dernière minute sur un magnifique coup franc à revoir sur toutes les plateformes. Courtois comptait donc revenir en équipe nationale. Oui, a priori, puisque Francky Vercotteren était allé à Madrid pour recoller les morceaux. Bonne initiative de la part de la fédération d'avoir envoyé Francky pour discuter de ce problème-là avec Thibaut, parce que ça doit être réglé le plus rapidement possible. Voilà Philippe, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes petites notes et je regarde si on a été en raccord avec le chat. Il me semble que tout a été abordé et ça fait déjà 42 minutes qu'on est ensemble. Donc je vais vous remercier. Ce fut un plaisir. Ben, un plaisir toujours partagé. Vous retrouverez Benja de Seninck la semaine prochaine. On nous dit encore Jean-Christophe qui nous dit n'oublions pas Lavia qui doit changer de club. Effectivement, Jean-Christophe, bien dit. Je pensais que vous alliez en parler. Je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part. Il est sur une voie de garage aussi, attention. Hein. Oui, donc on ne le fait pas jouer. Il faut prendre une décision. Ouais. Voilà. Ouais. Liverpool apparemment était sur le coup. Ces joueurs-là doivent absolument trouver une solution dans les jours qui viennent, parce que le manque de rythme à l'heure actuelle dans le football moderne, c'est terrible. Woutfaas, lui, va sans doute rester. Il est titulaire, lui. Donc voilà, il va rester. Et Leicester a bien commencé sa saison en deuxième division anglaise. Et Dennis Pratt a même donné un assist, je pense, ce week-end, il a joué aussi. Donc pour lui, si ça ne va pas du côté de l'Italie, il restera sans doute à Leicester. Quand recommence la tribune? Bientôt, au mois de septembre. Vous serez là? Je l'espère. Pour une 40e saison, Philippe? J'ai commencé en 2011. 2011, ça commence. Ouais, vous faites partie des meubles. On devient vieux. Bon, grand merci. Merci aussi à Christian qui était en régie et qui nous a géré ça de main de maître. Et voilà, pour le reste, on se retrouve bien sûr sur le site internet rtbf.be/sport. Passez une excellente semaine sportive. Et donc, à lundi prochain pour le même rendez-vous. Ce petit Facebook Live de la Tribune qu'on apprécie beaucoup. Et je pense, vu vos commentaires, vous aussi. Passez une excellente semaine. Merci Philippe. Merci. Salut. Ciao, ciao.